Bonjour, je suis Rudy Angard, je suis chargé de mission en normalisation technique pour l'ANEC, qui est un groupement d'intérêt économique qui accompagne l'INAS dans toutes ses missions de normalisation. Aujourd'hui, cette vidéo va nous permettre de vous présenter les eurocodes et la nouvelle génération. On passera de la composition des eurocodes à la chronologie, avec toutes les dates clés de l'évolution des eurocodes, pour enfin arriver sur les objectifs des eurocodes et de la nouvelle génération. Et pour terminer cette vidéo, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Louis Cajot qui a très agréablement accepté notre invitation pour venir présenter son expérience en tant que délégué luxembourgeois actif dans la normalisation des eurocodes. Définition. Les eurocodes sont les normes européennes de dimensionnement et de justification des structures de bâtiments et de génie civil. Les eurocodes constituent un ensemble de normes européennes qui fournissent une série de méthodes et de règles techniques de calcul utilisables pour vérifier la stabilité et le dimensionnement des différents éléments qui constituent les bâtiments et les ouvrages de génie civil. Le périmètre englobe tout type d'ouvrages ou de matériaux, béton, acier, maçonnerie, bois, aluminium ou verre. Lien entre les eurocodes. Les eurocodes forment un ensemble cohérent qui apporte une plus grande homogénéité dans les règles de calcul et de justification des ouvrages. La première génération comporte un eurocode de base sur la sécurité structurelle, les états de service et la durabilité, un eurocode d'action sur les structures, 6 eurocodes de conception et de mise au point sur le béton, l'acier, mix de béton-acier, bois, maçonnerie et aluminium, et enfin 2 eurocodes pour les calculs géotechniques et sismiques. La nouvelle génération, quant à elle, apporte 3 nouveaux eurocodes pour la conception et la mise au point, TS 19100, TS 19101 et TS 19102. L'eurocode TS 19100 porte sur le verre structurel, le TS 19101 sur les structures polymères renforcées de fibres et le TS 19102 sur les structures membranaires. Le comité technique européen qui développe ces normes est le CEN-TC 250 Eurocodes structuraux. Il est formé de 11 sous-comités techniques ayant pour mission de développer l'Eurocode de base, l'Eurocode 1 Action sur les structures, l'Eurocode 2 sur les structures en béton, l'Eurocode 3 sur les structures en acier, l'Eurocode 4 sur les structures mixtes acier-béton, l'Eurocode 5 sur les structures en bois, l'Eurocode 6 sur les structures en maçonnerie, l'Eurocode 7 sur la géotechnique, l'Eurocode 8 sur les structures en région sismique, l'Eurocode 9 sur les structures en alliage d'aluminium, et enfin le dernier comité sur le verre structurel. Il dispose aussi de 5 groupes de travail. Le premier travaille sur la politique et les procédures et liens avec d'autres normes. Le groupe 2 travaille sur l'évaluation et la rénovation de la structure existante. Le groupe 4 sur les structures polymères renforcées de fibres. Le groupe 5 sur les structures membranaires. Et enfin, le groupe 6 sur la robustesse. À ce jour, 28 délégués luxembourgeois sont inscrits à ce comité. La composition des eurocodes. Le N 1990, l'eurocode de base. Il établit les principes et les exigences en matière de sécurité, d'aptitude au service, de robustesse et de durabilité des structures, y compris les ouvrages géotechniques, en fonction des conséquences d'une défaillance. Il est destiné à être utilisé conjointement avec les autres eurocodes pour la conception des bâtiments et des ouvrages du génie civil, y compris les structures provisoires. Il décrit les bases de dimensionnement et de vérification des structures et des ouvrages géotechniques selon le principe de l'état limite. Il présente les méthodes de vérification qui sont principalement fondées sur la méthode des facteurs partiels. Il s'applique également à l'évaluation des structures existantes, à la projection des réparations, des améliorations et des altérations, et à l'étude des changements d'utilisation. Il s'applique pour le calcul de structures ne relevant pas du domaine d'application des eurocodes 1 à 9, dans lesquels interviennent des matériaux ou des actions non couverts par ces eurocodes.
Nous avons ensuite l'Eurocode 1, Action sur les structures. Une première partie traite du poids volumique des matériaux, du poids propre des ouvrages de construction et des charges d'exploitation applicables au bâtiment. Les actions sur les structures exposées au feu, les charges de neige, mais aussi les actions du vent, les actions thermiques, les actions en cours d'exécution, les actions accidentelles, les actions des vagues et des courants sur les structures côtières, et enfin les actions du givre atmosphérique. La partie 2 traite des actions dues au trafic sur les ponts et autres ouvrages de génie civil. La partie 3 des actions induites par les appareils de levage et les machines. Et la dernière partie sur les actions sur les silos et les réservoirs. Ensuite, l'Eurocode 2, calcul des structures en béton. Une première partie traite des règles générales et des règles pour les bâtiments, les ponts et les ouvrages de génie civil, mais aussi le calcul du comportement au feu. Une deuxième partie traite de la conception et du calcul des éléments de fixation pour béton. L'Eurocode 3, calcul des structures en acier. La première partie traite des règles générales et des règles pour les bâtiments, le calcul du comportement au feu, les profilés et plaques formées à froid, les structures en acier inoxydable, les éléments structuraux constitués de plaques, la résistance et la stabilité des structures en coque, les éléments structuraux constitués de plaques sollicitées hors plan, les assemblages, la fatigue, la ténacité du matériau et propriétés dans le sens de l'épaisseur, les éléments tendus, les règles supplémentaires pour les aciers jusqu'à la nuance S960, les poutres avec grande ouverture dans lame, le calcul assisté par des analyses par éléments finis. La partie 2 traite des calculs des structures en acier pour les ponts, la partie 3 pour les tours, les mâts et cheminées, la partie 4 pour les silos et les réservoirs, la partie 5 pour les pieux et pales planches, la partie 6 pour les structures supportant des appareils de levage, et enfin la partie 7 pour les panneaux sandwich. L'Eurocode 4, calcul des structures mixtes acier-béton. La première partie s'occupe des règles générales et des règles pour les bâtiments, et des calculs du comportement au feu, et une deuxième partie pour les ponts. L'Eurocode 5, calcul des structures en bois. Partie 1 sur les règles générales et règles pour les bâtiments, le calcul du comportement au feu, une partie 2 pour les ponts, et une partie 3 pour l'exécution. L'Eurocode 6, calcul des ouvrages en maçonnerie. Partie 1 sur les règles générales pour ouvrages en maçonnerie armés et non armés, et le calcul du comportement au feu. Une partie 2 pour la conception, le choix des matériaux et la mise en œuvre. Et la partie 3 pour les méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages en maçonnerie non armés. L'Eurocode 7, calcul géotechnique. Partie 1 sur les règles générales. Partie 2 sur les propriétés des terrains. Partie 3 sur les constructions géotechniques. Eurocode 8, calcul des structures pour leur résistance au séisme. La partie 1 traite des règles générales et des actions sismiques et des bâtiments. La partie 2 pour les ponts. La partie 3 pour l'évaluation et le renforcement des bâtiments et des ponts. La partie 4 pour les silos, réservoirs, tuyauteries, tours, mâts et cheminées. Et la partie 5 traite des aspects géotechniques, des fondations, des soutènements et des structures souterraines. L'Eurocode 9, calcul des structures en aluminium. Une seule partie qui traite des règles générales, du calcul du comportement au feu, des structures sensibles à la fatigue, des tôles de structures formées à froid et des structures en coque. L'Eurocode 10, calcul des structures en verre. Cet Eurocode propose pour le moment des spécifications techniques, statut intermédiaire avant de devenir, après ratification, de futures normes européennes. Une première partie porte sur les règles générales, une deuxième partie sur les composants en verre chargés perpendiculairement, et la troisième partie sur les composants en verre chargés dans leur plan. Pour finir, ces deux nouveaux Eurocodes qui sont aussi pour l'instant des spécifications techniques, avec le TS 19101, calcul des structures en matériaux composites,
et l'ETS 1902, conception et calcul des structures en membrane tendue. Pour clôturer ce chapitre sur la composition des eurocodes, voici les annexes nationales luxembourgeoises. Les eurocodes intègrent un nombre considérable de paramètres déterminés au niveau national, les NDP, qui ont permis à chaque pays de décider de ses propres niveaux de sécurité et d'intégrer ses données géographiques et climatiques. Ces NDP ont été un outil essentiel pour parvenir à un consensus international et permettre la mise en œuvre des normes dans les cadres juridiques nationaux. Nous vous présentons à présent la chronologie de l'élaboration de ces eurocodes. Entre 1975 et 1989, la Commission européenne a développé le premier programme d'action sur les eurocodes. En 1989, la Commission européenne a transféré le programme des eurocodes vers le CEN, le Comité européen de normalisation, qui a créé le comité CEN-TC 250. En 1990, c'est le démarrage des travaux de création des prénormes, ce qu'on appelle les ENV, de la première génération. En 1992, ces prénormes ont été publiées pour devenir ensuite de véritables normes européennes en 1998. 2007, c'est la publication de la première génération des eurocodes. 2010, les eurocodes ont été transposés dans chaque État membre avec le retrait des normes nationales qui pouvaient entrer en conflit avec ces nouvelles normes européennes. En 2011, les premières annexes nationales ont été publiées avec une deuxième publication en 2020. Un nouveau mandat a été émis par la Commission européenne en 2010 pour modifier les eurocodes existants et étendre leur champ d'application. La révision des eurocodes structurels a démarré en 2015, avec comme date clé mars 2026 pour la mise à disposition des nouvelles versions définitives aux organismes nationaux de normalisation, donc au Luxembourg à l'INAS. Et en septembre 2027, la publication de la deuxième génération. On peut conclure cette chronologie avec la fin de la première génération, prévue en mars 2028. Quels sont les objectifs des eurocodes ? En appliquant ces normes européennes, vous pouvez améliorer en continu vos performances avec la maîtrise des risques, bénéficier d'une image de marque européenne en accédant à de nouveaux marchés, fiabiliser les relations avec vos partenaires stratégiques grâce à un langage commun et renforcer la confiance de vos clients en les rassurant sur la qualité et la sécurité de vos services et de vos produits. La deuxième génération des eurocodes intègre des améliorations à la suite existante et étend son champ d'application. Elle garantira que les normes restent entièrement à jour en adoptant de nouvelles méthodes, de nouveaux matériaux et de nouvelles exigences réglementaires. Cette nouvelle génération a pour objectif de promouvoir une plus grande harmonisation et améliorer l'utilisation pratique des eurocodes pour les calculs quotidiens pour en faciliter l'utilisation, d'introduire des exigences pour l'évaluation, la réutilisation et la modernisation des structures existantes, de renforcer les exigences de robustesse, d'élaborer un nouvel eurocode sur le verre structurel, de faire progresser les travaux prénormatifs sur les structures composites fibres polymères et les structures à membrane tendue. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Monsieur Louis-Guy Cajot qui va nous présenter son expérience avec la normalisation sur les eurocodes. Donc merci d'être là aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter votre parcours professionnel ? Oui, donc je suis ingénieur civil des constructions, diplômé en 1986 de l'Université de Liège. Alors j'ai continué à travailler à l'Université de Liège comme ingénieur de recherche et j'ai participé au développement de logiciels de simulation de bâtiments soumis au feu. Puis en 1989, alors je suis arrivé à Luxembourg au centre de recherche d'Arbet où j'étais aussi ingénieur de recherche. Je me suis occupé de projets de recherche destinés à améliorer la résistance au feu des structures en acier, puisque c'était pour l'Arbet. Alors comme résultat, je peux peut-être citer l'ingénierie incendie qui a été développée à cette époque-là et aussi les poutres cellulaires. Alors après, de 2003 à 2013, j'ai été chef de service application dans la construction
pour ArcelorMittal. Alors, oui, comme succès-là, je pourrais aussi mentionner qu'on a développé des logiciels de dimensionnement pour la plupart des produits d'ArcelorMittal dans la construction, et que ces logiciels, on les a mis à disposition via Internet, donc pour les ingénieurs. Alors aussi, les autres succès, les parkings en acier de grande portée. Donc, et on peut voir pas mal d'exemples ici au Luxembourg. Et alors, on a aussi alors la poutre Angelina, qui est une poutre cellulaire spécifique dont ArcelorMittal a développé un brevet à cette époque-là. Alors de 2013 à 2018, alors là je suis passé au service marketing en tant que chef développement produit pour les produits longs. Et en 2019, j'ai rejoint alors l'équipe Stelligence, donc qui est la particularité de promouvoir les produits à haute valeur ajoutée de Differdange dans la construction. Et là, donc, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à participer là, à deux projets phares, donc la Tour Mohamed VI au Maroc et les Tours du Haut à Paris. Et alors enfin, en 2021, alors j'ai créé la société de consultance Logeka. Pour le Grand-Duché, j'ai deux clients principaux, ArcelorMittal pour le suivi des normes et SecoExpert pour tout ce qui est ingénierie incendie. Et donc pour l'instant, en collaboration avec SecoExpert, je traite plus ou moins une quinzaine de projets d'ingénierie incendie par an. Alors oui, comme nous sommes ici à l'ENA, je vais quand même mentionner qu'en 2013, j'ai reçu le prix du délégué de normalisation de l'année en 2013. Voilà. Très belle carrière. Donc première question, pourquoi vous êtes-vous impliqué dans la normalisation? Tout d'abord par la force des choses. Quand je suis arrivé jeune diplômé au centre de recherche, là, mon N+1 m'a dit première tâche, tu vas écrire l'annexe E de l'Eurocode 4 partie feu, donc qui est relative à un produit développé par l'Arbet dans les années 80 et qui permet d'avoir de très bonnes résistances au feu pour les structures en acier. Et alors, à l'époque, l'Arbet essayait d'obtenir dans chaque pays européen des agréments nationaux. Et avec l'avènement des Eurocodes, l'idée était de dire alors on va essayer de développer une méthode uniforme qui sera valable pour tous les pays européens et ça nous évitera de contacter l'ensemble des organismes nationaux. Donc ça c'est tout le début, mais ensuite je me suis rendu compte très vite du bénéfice d'une application de la normalisation, bénéfice à la fois professionnel et aussi bénéfice personnel. Donc bénéfice professionnel, c'était d'abord au début pour l'Arbet et puis après pour ArcelorMittal. Et si je veux donner des exemples, c'est donc pour le développement de nouveaux produits ou de méthodes de calcul que vous voulez pousser dans la construction, l'implémentation dans la normalisation, donc dans les Eurocodes, est primordiale. Je dirais pour deux raisons. Donc la première, il faut donner confiance à votre innovation, à votre produit. Il faut que les ingénieurs des bureaux d'études, il faut qu'ils aient la possibilité de calculer en confiance votre innovation. Si ça n'existe pas, alors ils sont réticents à utiliser votre nouveau produit et vont pousser leurs clients vers des solutions plus traditionnelles. Donc ça c'est la première chose. Et une deuxième chose, la normalisation et les Eurocodes en particulier, c'est une voie de promotion assez incroyable parce que vous êtes à l'ENA, qui est l'Institut de normalisation luxembourgeois, mais il y a des instituts de normalisation dans tous les pays européens et même dans tous les pays au monde. Avec les Eurocodes, vous touchez tous les gens qui utilisent les Eurocodes. Donc c'est bien sûr les ingénieurs européens, mais aussi des ingénieurs des pays comme l'Inde, comme le Brésil, comme Singapour. Donc pour moi, la normalisation est vraiment un outil de promotion assez incroyable. Alors, si je veux donner quelques exemples d'intérêt de la normalisation pour ArcelorMittal, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais je pourrais donner un exemple par Eurocode où j'ai été impliqué. Donc si je prends l'Eurocode 1 sur les actions, il y a tout le développement de l'ingénierie incendie, donc basé sur le feu naturel,
Et là, c'est un succès tangible dans le marché luxembourgeois et européen, parce que les parts de marché de la construction métallique dans le bâtiment a vraiment fait un saut quantique grâce à ces recherches et à leur application, surtout dans les Eurocodes. Au niveau Eurocode 3, donc la plupart des produits phares des usines d'ArcelorMittal sont implémentés dans les Eurocodes. Donc je peux citer les aciers à haute résistance, S460, S500, à Differdange, leur fameux profilé Jumbo. Donc là, dans les Eurocodes, on a réussi à implémenter des règles qui favorisent leur utilisation. Et alors, je peux aussi citer les poutres alvéolaires, donc qui est un produit assez spécifique qui est fait ici à Differdange. Et dans le Eurocode 4, donc c'est tous les systèmes mixtes acier-béton qui sont largement utilisés, notamment dans les supermarchés ici bien connus à Luxembourg. Ensuite, l'intérêt personnel. Mon application dans les Eurocodes m'a vraiment permis de connaître de façon approfondie les innovations, ce qui permet après de les appliquer en toute confiance dans des projets concrets. Donc une application dans les Eurocodes, ça vous donne vraiment un avantage très important par rapport à quelqu'un qui va recevoir la norme et qui va la lire pour la première fois. Comme vous avez été impliqué, vous connaissez le pourquoi du petit coefficient de telle formule ou la raison d'un petit alinéa. Tous les tenants aboutissants, quoi. Voilà. Et si vous ne le connaissez plus, vous l'avez oublié, comme vous avez été dans les groupes de travail, vous connaissez alors l'expert européen qui a pondu cette petite clause et vous pouvez alors le contacter. Donc ça, c'est aussi l'application de la normalisation, ça vous donne un réseau. Vous êtes vraiment en contact avec les plus grands experts européens et ça n'a vraiment pas de prix. Ouais, c'est clair. Et je voulais vous demander justement quel est plus précisément le rôle d'un délégué dans le CEN TC 250. Oui, parce que si vous êtes délégué luxembourgeois, par exemple de le CEN TC 250, votre activité c'est assurer le suivi des normes, donc le suivi des Eurocodes, et donc ça veut dire s'assurer que les nouvelles versions ou les nouveautés soient finalement en accord avec les entreprises que vous représentez et le pays que vous représentez. Donc cela consiste à analyser les nouveaux documents, à participer aux réunions. Maintenant les réunions se font soit physiquement, ça c'était une bonne innovation de la période Covid. Maintenant on peut aussi participer via webconférence. Et alors là, vous pouvez alors suivre les questions, vous pouvez vous assurer que les nouveautés que vous voulez pousser vont passer ou que des modifications qui ne vous plaisent pas vont être amendées et vont être modifiées suivant votre intérêt. D'accord. Donc ça c'est le rôle classique. Maintenant, vous pouvez avoir un rôle aussi beaucoup plus proactif et demander d'être dans les groupes de travail quand vous avez vraiment un objectif bien spécifique. Alors je citerai par exemple l'exemple de la partie 1.13 de l'Eurocode 3. Donc ça c'est la partie qui est dédiée aux poutres alvéolaires. Donc ça c'est une partie que j'ai personnellement initiée en 2016 parce que ArcelorMittal avait donc développé ces poutres cellulaires. Il y avait du succès, mais il n'y a pas de méthode de calcul uniformément reconnue. Donc là, l'idée était d'avoir une méthode de calcul reconnue partout en Europe, et pour l'avoir reconnue, la meilleure façon, c'est de la mettre dans les Eurocodes. Donc ça, c'était en 2016. Donc la première chose, c'est qu'il faut créer un groupe de travail, essayer d'aller chercher les pointures un peu dans chaque pays européen, les faire travailler ensemble. Et donc là, on a eu un premier texte, qu'on a une 50aine de pages, qui passe alors dans tous les comités de miroir. On reçoit les commentaires de tous les pays. Il faut alors répondre. La première fois, je crois qu'on a plus de 700 commentaires, donc 50 pages et 700 commentaires. Il faut chaque fois justifier pourquoi on accepte ou pourquoi on n'accepte pas. Et donc petit à petit, ce texte s'améliore et on peut dire que la normalisation vous donne vraiment des textes de très haute qualité. Ça prend du temps, mais comme c'est revu par l'ensemble des experts européens, c'est vraiment après des textes de très haute qualité. Et donc pour cette partie 1.13 qui n'existait pas avant, maintenant elle est finalisée, elle va donc être publiée avec la nouvelle génération des Eurocodes. D'accord.
Alors, que pouvez-vous nous dire sur la nouvelle génération des Eurocode? Oui, donc la nouvelle génération des Eurocode, c'est quelque chose qui a commencé en 2015. Maintenant, je peux peut-être aussi rappeler finalement, pas tout l'historique que vous avez déjà fait dans vos slides, mais juste rappeler quelques dates. C'était 2011. L'INAS a publié les 58 annexes nationales relatives aux 58 documents des Eurocode. Et en 2020, ces annexes nationales ont été revues. Et ça, c'est quand même aussi une époque où vous avez contact avec vos collègues luxembourgeois, donc avec tous les bureaux d'études qui veulent participer, où là on revoit donc tous les Eurocodes et on peut répondre aux spécificités luxembourgeoises. Maintenant, le but des Eurocodes, c'est justement d'avoir un document uniforme. Et donc le premier Eurocode, il y avait 1500 clauses qui devaient être revues dans les annexes nationales. Donc maintenant, la nouvelle génération, ça a drastiquement été, ce nombre a fortement été réduit, mais il y en a encore quelques centaines. Donc je pense qu'on aura encore du travail pour les prochaines générations d'Eurocode. Mais sinon, si je reviens maintenant à la nouvelle génération donc, qui a commencé en 2015, les délégués luxembourgeois ont été assez actifs, notamment dans l'Eurocode 1, l'Eurocode 3. Si je parle par exemple, et l'Eurocode 4 aussi, et alors si je prends quelques exemples, donc il y a l'Eurocode 3 sur le suivi des développements des aciers. Donc l'Eurocode actuel, dans le bâtiment, c'est limité à 450. Maintenant, on arrive jusqu'à 700. Dans les constructions mixtes, il y a des nouvelles techniques, notamment l'effet membrane, etc., pour calculer les résistances au feu des bâtiments. Et alors, je peux aussi citer par exemple l'Eurocode 5, le bois, qui prend énormément d'ampleur pour l'instant dans la construction, puisqu'il y a une utilisation de plus en plus importante des structures en bois. Et l'Eurocode, si je compare la nouvelle génération d'Eurocode, il y a le double de pages de l'Eurocode bois actuel. Donc si je prends l'Eurocode 3 parties feu, ben, il y a 160 pages et celui avant, il y en avait 80. Voilà. D'accord. Une dernière question. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers votre témoignage? Je veux dire que la normalisation, pour moi, c'est vraiment un moyen extraordinaire de transmettre vos idées au plus haut niveau. Et grâce à l'INAS, finalement, ça vous demande de l'énergie et du temps, mais dans certains pays, il faut payer pour être dans les groupes de travail, les groupes miroirs, et participer après au comité Eurocode. Donc grâce à l'INAS, au Luxembourg, cette application est relativement aisée. Donc en conclusion, je dirais si vous êtes actif dans la construction, que vous soyez ingénieur, professeur, chercheur, entrepreneur, je pense que je ne peux que vous conseiller d'être impliqué dans la normalisation. C'est un investissement à long terme, parce que quand vous allez travailler sur une norme, elle va sortir au mieux dans 5 ans. Mais quand elle sortira, croyez-moi, vous avez vraiment un avantage incomparable vis-à-vis de la personne qui va découvrir le texte pour la première fois. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention.